France 24 et RFI avec Ipsos Soprasteria en partenariat avec France Télévisions, Radio France et France Média Monde. L'affiche du second tour, ce sera Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Le fondateur d'En Marche obtient près de 24% des voix et la candidate du Front National plus de 21%. En troisième position, François Fillon, suivi de près par Jean-Luc Mélenchon et loin derrière Benoît Hamon. Une élection présidentielle marquée par le rejet des partis traditionnels, à gauche comme à droite. Une grande partie de la classe politique appelle désormais à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 pour cette édition spéciale consacrée à la présidentielle française. Emmanuel Macron ou Marine Le Pen succédera donc à François Hollande à la tête du pays. Les électeurs seront rappelés aux urnes le 7 mai prochain pour choisir entre le candidat d'En Marche et celle du Front National. Selon les derniers résultats partiels fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron vire en tête avec 23,9% des voix. La présidente du parti d'extrême droite obtient, elle, 21,4%. François Fillon échoue à la troisième place, au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon. Le candidat Les Républicains est à 19,9% et celui de la France Insoumise à 19,6%. Très loin derrière vient le socialiste Benoît Hamon avec 6,3%. Le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, est juste au-dessous de la barre des 5%. Quant aux autres candidats, Jean Lassalle, Philippe Poutou, François Asselineau, Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade totalisent entre 0,2 et 1,2% des voix. Encore inconnu du grand public à son entrée au gouvernement à l'été 2014, Emmanuel Macron a bouleversé en quelques mois le paysage politique au point de se hisser ce dimanche au second tour. Benjamin de l'élection présidentielle, il pourrait devenir à 39 ans le plus jeune président de la Ve République. L'ancien ministre de l'économie a fêté sa victoire avec ses proches et les militants d'En Marche à Paris, au parc des expositions de la Porte de Versailles. On voit cela avec Nabia Makloufi. L'annonce des premiers résultats enivre tout le quartier général d'Emmanuel Macron, arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Son nom est scandé sans interruption. Des militants, des partisans qui pour certains ont voté utile, pour d'autres selon leur intime conviction. Content, très content et optimiste surtout pour la suite. Et optimiste pour l'élection, mais surtout pour ce que sera la société française après les présidentielles. Je voulais vraiment éliminer les autres. J'étais persuadée que Marine Le Pen passerait, donc il fallait avoir un candidat adéquat et avec la posture pour réunir des électeurs de gauche et de droite surtout. C'est le seul homme qui peut sauver la France et la planète. Et pourquoi ça ? Parce qu'il est jeune, il a beaucoup d'idées. Le pari réussi du jeune fondateur du mouvement En Marche, inconnu du grand public il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, plus qu'à l'aise devant les projecteurs, l'ancien ministre de l'économie s'offre une arrivée en grande pompe. Acclamé par la salle, il prend la parole. Le discours rodé d'un futur chef de l'État. Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président. Le président de tout le peuple de France. Le président des patriotes face à la menace des nationalistes. Barrer la route au populisme, l'un des nombreux chantiers du candidat. Il l'assure, s'il est élu, Emmanuel Macron réformera l'éducation, l'économie et le travail. Il renforcera aussi la sécurité. Des promesses qu'il faudra donc tenir dès le 8 mai prochain, si les urnes le consacrent 8e président de la Ve République. Emmanuel Macron a réussi son premier pari, passé le premier tour de la présidentielle. Dans son camp, au-delà du rendez-vous du 7 mai, on a déjà le regard tourné vers les législatives. Écoutez l'analyse de notre envoyée spéciale, Karina Chabour.
Emmanuel Macron se lance dans un second tour inédit face à Marine Le Pen, 1 an après avoir lancé son mouvement En Marche, et alors même qu'il était inconnu des Français il y a de cela 3 ans à peine. Aujourd'hui, il a appelé au rassemblement de tous les Français et s'est présenté en président des patriotes et non des nationalistes, manière de se distinguer de sa rivale Marine Le Pen. Reste pour lui à transformer l'essai, à savoir se constituer une majorité parlementaire pour gouverner. Je vous propose à ce propos d'écouter le député socialiste rallié au mouvement En Marche depuis le début, Jean-Jacques Bridet. Les Français ont lancé un message à la classe politique, un message d'une volonté de rassemblement et de renouvellement. Ces 2 thématiques étaient portées par Emmanuel Macron depuis toujours. Et donc maintenant, il faut élargir ce rassemblement, il faut conforter ce renouvellement. Et donc je pense qu'Emmanuel Macron va s'attaquer à la création d'une majorité d'abord présidentielle pour qu'il soit élu le 7 mai et qui se déclinera en majorité parlementaire pour les élections législatives. Prochaine étape, ce lundi, Emmanuel Macron réunira son équipe de campagne pour préparer le second tour, mais également le 3e, à savoir les élections législatives. Des cris de joie également au QG de Marine Le Pen, 15 ans après le choc de la qualification de son père Jean-Marie Le Pen au second tour, le 21 avril 2002. La présidente du Front National a passé dimanche la première étape. Avec plus de 7 millions de voix, Marine Le Pen enregistre même un score historique pour le parti d'extrême droite. À l'annonce des résultats, ses militants ont exulté. Kim Vaudine. Comme un sentiment de déjà-vu. Presque 15 ans jour pour jour après son père, Marine Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle. Mes chers compatriotes, vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. J'en mesure l'honneur avec humilité et reconnaissance. Je voudrais vous exprimer à vous, électeurs patriotes français, ma plus profonde gratitude. Avec un peu plus de 20% des suffrages, elle se place en 2e position derrière Emmanuel Macron. Marine Le Pen progresse donc d'environ 4 points par rapport à son résultat de 2012 lorsqu'elle avait fini 3e. Mais cette fois, sans jamais le nommer, la présidente du Front National compte bien l'emporter face à Emmanuel Macron. Je lance un appel à tous les patriotes sincères, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs origines, quel qu'ait été leur parcours et leur vote au premier tour, à me rejoindre. Ce n'est évidemment pas avec l'héritier de François Hollande et de tous les échecs de ce quinquennat catastrophique que cette alternance tant attendue viendra. Tout au long de la campagne, Marine Le Pen a misé sur ses thèmes de prédilection. La sortie de l'Union européenne, de l'euro, la sécurité ou encore l'immigration et la préférence nationale. Des thèmes réitérés lors de son allocution pour le plus grand plaisir de ses partisans. Il nous faut du changement, ça ne peut plus durer. La France ne nous appartient plus et il faut qu'elle nous redevienne avec nos frontières. Exactement, je tiens le même langage que Marine Le Pen. Et je ne fais que dire, je suis tellement content. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus, on est tous là et on est tous derrière elle et on sait qu'elle va gagner. Pour l'heure, seuls Benoît Hamon et François Fillon ont appelé à voter pour le candidat d'En Marche pour faire barrage au Front National. Les autres candidats n'ont eux pas donné de consigne de vote ou se laissent encore du temps pour réfléchir. Celle qui avait commencé sa carrière en tant qu'avocate a succédé à son père à la tête du parti familial en 2011. Depuis, elle s'est employée à dédiaboliser sa formation et notamment débarrasser le parti de ses vieux démons racistes et antisémites. Retour sur le parcours de Marine Le Pen avec Sophie Guignon. Créé en 1972 par Jean-Marie Le Pen, le Front National est à ses débuts un parti marginal. Ouvertement xénophobe et antisémite, le mouvement d'extrême droite flirte avec les néo-nazis et choque l'opinion au sujet de l'Holocauste. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Toujours dans l'ombre de son père, Marine Le Pen, avocate de formation, s'engage dans la vie du parti dans les années 90. Le 21 avril 2002, elle est au premier rang pour assister à la percée historique de son père, qualifié au second tour de l'élection présidentielle. Il sera finalement largement battu par Jacques Chirac. 9 ans plus tard, c'est la consécration. Marine Le Pen est élue présidente du Front National. Elle lisse son image
et entreprend la dédiabolisation du parti. Qu'on soit homme ou femme, chrétien, juif, musulman, hétérosexuel, homosexuel, non-croyant, on est d'abord français. Le Front National enchaîne les succès aux élections locales, mais aussi européennes. Pour élargir sa base électorale, Marine Le Pen prend ses distances avec son père, jusqu'à l'évincer complètement du parti. Jean-Marie Le Pen devrait faire preuve de sagesse. Il devrait tirer les conséquences du trouble qu'il a lui-même créé et peut-être arrêter ses responsabilités politiques. En rupture avec Jean-Marie Le Pen, mais dans ses pas concernant l'Europe. Elle prône la sortie de l'Union, le retour au franc et la fermeture des frontières. Sa cible, Bruxelles. L'Union européenne va mourir. Parce que les peuples n'en veulent plus. Une stratégie qui porte aujourd'hui ses fruits. Les jeunes, les ouvriers, les cadres, ils sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par son discours populiste. En 2017, jamais le parti de Marine Le Pen n'a été aussi proche du pouvoir. L'un des enseignements de ce scrutin, c'est aussi l'échec des partis traditionnels. Les deux grandes formations qui dirigent la France depuis un demi-siècle ont été désavouées par les électeurs. Du côté de la droite, François Fillon assume la responsabilité de sa défaite. Le candidat des Républicains appelle aussi à voter Emmanuel Macron au second tour, car il estime que l'extrémisme ne peut apporter que malheur et division à la France. Florent Rodeau. Il restera dans l'histoire de la Ve République comme le premier candidat de la droite à ne pas accéder au second tour. Arrivé en 3e position, François Fillon a vu son rêve de devenir président s'envoler. Il est un peu plus de 20h40 ce dimanche lorsqu'il prend la parole pour reconnaître sa défaite. Malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. J'assume mes responsabilités. Cette défaite est la mienne. Et c'est à moi et à moi seul qu'il revient de la porter. Un discours bref, ponctué par les encouragements d'une salle aussi déçue que lui. Vient alors le temps de donner sa consigne de vote pour le second tour. Et sans surprise, c'est pour Emmanuel Macron que François Fillon votera le 7 mai prochain. Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. J'estime de mon devoir de vous le dire avec franchise et il vous revient maintenant en conscience de réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour votre pays et pour vos enfants. Ses soutiens affichent la même mine déconfite. Sonnés par l'élimination de leur candidat, ils regrettent que les affaires aient pris le pas sur le fond lors de cette campagne. Devant la campagne qui a été menée, la campagne de démolition de notre candidat, le fait que notre programme n'a pas pu être audible, donc c'est forcément une grosse déception. Le niveau de la campagne, même de tous les côtés, était assez décevant. J'aurais aimé plus de débats d'idées et plus de débats sur le fond. C'est pas la direction qui a pris cette campagne. Rachida Dati a tout de suite pris ses distances avec le candidat et parle d'une défaite morale et historique de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Et moi je dis quel gâchis. Tout ça pour en arriver là. Mis en examen pour des soupçons d'emploi fictif en mars dernier, François Fillon avait déclaré être certain de remporter cette élection présidentielle. Les Français, eux, en ont décidé autrement. Pour le candidat du PS, la défaite est encore plus cinglante. Avec un peu plus de 6% des voix, Benoît Hamon enregistre le plus mauvais résultat des socialistes depuis 1969. Il a reconnu son échec devant ses partisans réunis à la Mutualité à Paris. Des partisans forcément déçus. Le récit de Sophie Guignon avec les images de Karim Yaoui et Clara Castelli. 3, 2, 1, il est 20h. Voici les résultats de ce premier tour. Un duel copieusement sifflé et un score historiquement bas pour le Parti socialiste. À peine plus de 6%, juste de quoi éviter la déroute financière et se faire rembourser les frais de campagne. Très vite, Benoît Hamon a pris la parole. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois et peut-être plusieurs années. J'en assume pleinement la responsabilité sans me défausser sur les circonstances du quinquennat ni les trahisons. Désillusion, effondrement, tristesse. Pour les militants,
Les divisions de la gauche menacent l'avenir du Parti socialiste. Résignés, ils suivront les consignes de vote de Benoît Hamon, qui, comme Lionel Jospin en 2002, appelle à faire barrage à l'extrême droite. Franchement, ça fait vraiment de la peine de voir la gauche comme ça et qu'il perd à 6,2 en plus de ça. C'est, je ne sais plus quel mot. Et voir le Front National en plus passer au deuxième tour, ça encore, j'arrive pas à... j'arrive pas. Benoît Hamon a demandé de soutenir Emmanuel Macron au deuxième tour. Alors moi, j'ai pas le choix. Contre Marine Le Pen, je vais voter Emmanuel Macron. De son côté, le porte-parole du candidat socialiste déplore un échec collectif. La gauche, elle a merdé, pardonnez-moi l'expression, de longue date, parce que la présence de Marine Le Pen, elle était annoncée de longue date. Un travail de rassemblement aurait pu et dû se faire, et on a tous merdé sur ce coup-là. Voilà, je le dis, je le regrette. Pris en tenaille entre le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon n'a pas réussi à rassembler. Il enregistre le plus bas score d'un candidat socialiste depuis la défaite de Gaston Defferre en 1969. Jean-Luc Mélenchon, qui, si près du but, est finalement éliminé. Le candidat de la France insoumise confirme toutefois la dynamique observée autour de sa candidature ces dernières semaines. Il attend les résultats définitifs pour reconnaître sa défaite. Écoutez. Le résultat annoncé depuis le début de la soirée n'est pas celui que nous espérions. Médiacrates et oligarques jubilent. Rien n'est si beau pour eux qu'un second tour entre deux candidats qui approuvent et veulent prolonger les deux les institutions actuelles, qui n'expriment aucune prise de conscience écologique ni sur le péril qui pèse sur la civilisation humaine, et qui, les deux, comptent s'en prendre une fois de plus aux acquis sociaux les plus élémentaires du pays. Jean-Luc Mélenchon refuse de donner une consigne de vote et s'en remet à ses militants. Les précisions de notre envoyée spéciale, Pauline Godard. Jean-Luc Mélenchon n'a pas donné de consigne de vote lors de son allocution. Il a en fait tout simplement expliqué qu'il demandait aux 450 000 insoumis de s'exprimer et de donner leur choix pour ce second tour, et qu'il suivrait ensuite ce choix que ces insoumis donneraient. Chacun sait quel est son devoir, a-t-il déclaré. Puis il faut savoir que l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, pour le moment, refuse les estimations qui sont pour le moment données. Ils attendent impatiemment de connaître les résultats définitifs. Ils se plieront à ces résultats, mais lorsqu'ils seront définitifs, car ils veulent savoir où se situe leur candidat, s'il est à la 3e ou à la 4e place. Eux rêvaient tous de créer la surprise, ce que l'on surnomme souvent les petits candidats. Jean Lassalle, Philippe Poutou, François Asselineau, Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade totalisent chacun entre 0,2 et 1,2% des voix. Le seul à frôler la barre des 5% nécessaires au remboursement des frais de campagne est Nicolas Dupont-Aignan. Le leader de Debout la France réalise ainsi une bien meilleure performance qu'en 2012 lors de sa première candidature à la fonction suprême. Il n'avait obtenu que 1,8% des suffrages exprimés, finissant en 7e position. On l'écoute. Malgré la tyrannie des sondages, l'inégalité scandaleuse des temps de parole, la disproportion des moyens financiers, vous avez été près de 2 millions à m'accorder votre vote. Soyez certains, aujourd'hui, à la veille du second tour, que je mesure le poids de votre confiance et la responsabilité qui pèse sur mes épaules. On en vient aux réactions à l'étranger. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a félicité Emmanuel Macron dans un tweet pour son résultat et lui souhaite bon courage pour la suite.
La chef de la diplomatie de l'Union, Federica Mogherini, a elle écrit en français « Voir les drapeaux de la France et de l'UE saluer le résultat de Emmanuel Macron, c'est l'espoir et le futur de notre génération ». Et Berlin annonce aussi son soutien au candidat d'En Marche par le biais du porte-parole de la chancelière Angela Merkel. Il lui souhaite bonne chance et salue ses prises de position pour une Union européenne forte et une économie sociale de marché. Voilà pour ces réactions hors de France. Alors, qu'en est-il des Français de l'étranger? Vous vous souvenez peut-être de ces images d'électeurs qui ont attendu pendant plusieurs heures pour voter à Montréal et à New York. Emmanuel Macron est très populaire auprès de ces Français expatriés en Amérique du Nord. C'est le cas notamment à Washington. Notre correspondante Sonia Drizzy a recueilli leurs réactions. C'est un soulagement de voir que Macron est arrivé en première position. En même temps, je pense qu'il ne faut pas être trop confiant parce qu'on a quand même Le Pen au deuxième tour, ce qui n'était pas arrivé depuis 2002. Ce n'est pas un bon souvenir. Et donc, il faut tout faire pour rester vigilant, rester mobilisé et ne pas considérer que le résultat du second tour est déjà acquis. Je me sens très très émue. Je suis extrêmement fière d'être française aujourd'hui. Non seulement parce qu'il y a eu une abstention assez faible et en plus le fait de voir Emmanuel Macron, un candidat qui représente le dynamisme, l'innovation et l'espoir d'une France ancrée dans le projet européen. Je trouve ça formidable. Avec le comité ici à Washington DC, on va continuer nos actions. On va continuer à se mobiliser ici à notre petit niveau avec la communauté française, essayer de toucher le plus de gens possible, à la fois par les réseaux sociaux, par des actions en direct. Je vous rappelle les principaux résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle française. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient pour le second tour qui aura lieu le 7 mai devant François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon obtient un score historiquement bas pour le Parti socialiste avec seulement un peu plus de 6% des suffrages. On revient sur les déclarations des 5 principaux candidats à l'Élysée lors de cette soirée électorale. Mes chers compatriotes, vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. J'en mesure l'honneur avec humilité et reconnaissance. Je voudrais vous exprimer à vous, électeurs patriotes français, ma plus profonde gratitude. Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française, de son unité, de sa sécurité, de sa culture, de sa prospérité et de son indépendance. Malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. Le moment venu, la vérité de cette élection sera écrite. Dans l'immédiat, j'assume mes responsabilités. Cette défaite est la mienne, et c'est à moi et à moi seul qu'il revient de la porter. Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. J'estime de mon devoir de vous le dire avec franchise, et il vous revient maintenant en conscience de réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour votre pays et pour vos enfants. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois et peut-être plusieurs années. J'en assume pleinement la responsabilité sans me défausser sur les circonstances du quinquennat ni les trahisons. C'est la seule attitude que me dicte mon éthique politique. Cet échec est une profonde meurtrissure. J'appelle donc à battre le plus fortement et le plus puissamment possible le Front national. À battre l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron. Même si celui-ci n'appartient pas à la gauche et n'a